quand des positions planétaires sont, disons, éloignées l'une de l'autre de ces deux planètes, les sels, les liquides sont séparés. Le liquide qui contient l'eau très distillée, les sels de plomb, est dans la partie inférieure d'un bocal, la partie supérieure avec les sels d'étain au-dessus. Lorsque arrive, au bout de 27 ans, la conjonction Saturne-Pluton, Saturne, pardon, euh, euh, Jupiter, Saturne-Jupiter, on a à ce moment-là un phénomène nouveau qui se fait dans le bocal. Les sels de plomb et les sels d'étain montent et s'intègrent les uns dans les autres. La solution devient uniforme et non plus séparée. Tant que la conjonction est en cours, les sels restent en quelque sorte dans une solution unie. Et c'est visible même avec un colorant. Lorsque la conjonction est terminée, de nouveau, il y a la séparation des sels. Ce type d'expérimentation, au point de vue statistique, a été fait 200 000 fois dans le monde entier par des gens des chimistes, notamment de Pury-Travers et le professeur Rink, qui avait la responsabilité du centre du laboratoire de physique et de chimie de Paris, et qui étaient des enseignants qui travaillaient sur ces sujets. D'autres personnes, des scientifiques de différentes nations, ont refait des expériences avec les mêmes résultats. Curieusement, ce type d'information qui aurait tendance à montrer l'influence astrale sont en quelque sorte oblitérées, mal comprises, dévoyées ou d'une manière ou d'une autre considérées comme nulles et non avenues. Et là, on est au point de vue statistique en face d'une phénoménologie qui n'est étudiée que par quelques rares personnes qui en font un usage personnel, bien entendu, parce que eux savent s'en servir à la fois au niveau personnel et éventuellement dans l'environnement social, économique. Voilà ce qu'on peut dire de cette histoire de l'astral. Alors d'ailleurs, le peintre, c'était Casimir Stravosky. Casimir Stravosky, voilà. c'est le directeur du musée de Varsovie avant la Révolution. Il y a donc ce livre aussi, Sciences égyptiennes et médecine de l'astral. Alors, ce texte-là, toujours dans le cahier inédit d'Éden, toujours dans les éditions Ibacom avec Isabelle de Brémond-d'Ars, ce texte-là, en fait, fait partie des 14 cas, le cas étant le double de le double égyptien, et des 14 qualités du cas. C'est un égyptologue allemand, von Bissing, qui a travaillé sur ces choses. L'Égypte est là. Oui, l'Égypte est là, oui. Oui, c'est anecdotique, bien sûr. Bien sûr. On peut utiliser ce genre de le fouet et le sceptre, la crosse, en quelque sorte, pour attirer, pour disperser, pour attirer, etc. Et éventuellement utiliser dans la cérémonie ce qu'on appelait autrefois une théorie, qui n'est pas quelque chose de mathématique, mais une suite de personnages qui fonctionnaient avec des cannes de ce genre. On a dans les représentations des tombes, on a des quantités de représentations de personnages qui se suivent les uns derrière les autres au cours de cérémonies des anciens cultes de l'Égypte ancienne. Que l'on retrouve dans justement Memphis Mizraïm. Que l'on trouve aussi évidemment d'une manière adaptée à la pensée moderne à partir de Napoléon sur le rite maçonnique de Memphis Mizraïm. Tu as fait les 98 degrés de Pierre Mariel. Pierre Mariel, voilà. De perfection, avec Nicole Pipard. Voilà. Alors, donc, ce texte-là est intéressant parce que d'abord, il y a
toute l'opération de la momification qui est décrite par le menu. Ensuite, il y a le rituel d'ouverture de la bouche, Oui. qui est indiqué à partir du vraiko, c'est-à-dire l'appareil rituel qui permet de faire cette ouverture. Et aussi comment, en quelque sorte, cette notion de l'astral était parfaitement connue et utilisée presque d'une manière rationnelle par les Égyptiens. Par ailleurs, pourquoi est-ce qu'il y avait tellement de momifications d'ibis, de crocodiles, de chats, de chiens et d'humains? L'interprétation qu'en donnait Enel était que c'était en définitive une possibilité au sens économique, politique, social et énergétique de fixer des âmes souples, c'est-à-dire d'avoir des gens qui, dans la naissance jusqu'à la mort, seraient des gens qui seraient sans révolte, sans contestation, sans opposition, non pas se sentant écrasés, mais étant favorables au système qui existait alors. C'est ce qui expliquerait peut-être la longévité du système égyptien. Mais en même temps, le contraste, c'est que ces pratiques de momification n'allaient pas dans le sens, on pourrait dire, de la libération de l'individu, puisque c'est comme s'il était asservi à revenir continuellement dans le même cadre pour des actions qui seraient sans évolution réelle. C'était l'opinion d'Enel. Enel a également publié à l'Institut archéologique du Caire les origines de la Genèse biblique selon les enseignements des temples de l'ancienne Égypte, où il donne des quantités d'éléments parallèles concernant à la fois les principes qui sont donnés dans la Bible que nous connaissons en Occident, et en même temps de textes qui sont sortis du livre de la vie et de la mort sur les chapitres que l'on retrouve dans les textes anciens. Assez curieusement, on retrouve dans le livre de la vie et de la mort des phrases entières qui permettent de recomposer le paternoster. Évidemment, c'est épars dans l'ensemble des choses, mais il y a des phrases entières qui représentent, si on les remet bout à bout, en quelque sorte que le paternoster existerait dans les chapitres du livre dit des morts. Voilà. Voilà. D'ailleurs, tu as une expérience particulière, l'ouverture de la bouche en 63, avec Enel, avec ce fameux perdreau. Ah oui. Tu peux raconter. Oui, Enel a publié dans un texte intitulé Gnomologie ou Expérience des anciennes écoles initiatiques. Il évoque la libération, en quelque sorte, de l'âme d'un ancien Égyptien qui était le directeur des greniers à blé d'un pharaon. Et il connaît son nom à la fois profane, si on peut dire, son nom civil, et en même temps son nomen initiaticum gravé sur le scarabée de cœur, c'est-à-dire celui qui était mis à la place du cœur. Donc il l'appelle, et son rituel de l'ouverture de la bouche ne donne pas de résultat. Et il doute, il dit comment, moi qui ai passé tellement d'années sur ces choses, je me suis trompé, etc. Et à ce moment-là, l'âme de l'homme, en hiéroglyphique, est représentée par un petit moineau. Et ce petit moineau existe dans le texte, et d'un seul coup, il voit que sous l'hiéroglyphe du petit moineau, suivant le texte rituel, il y a un signe qui apparaît, qui n'y était pas avant, où il y a indiqué 3 fois. C'est-à-dire redire le mot 3 fois. Il le fait, et à ce moment-là, dans le texte qu'il a écrit sous le nom sur la rive ouest du Nil, il voit à ce moment-là que le personnage, en quelque sorte, sort de ses bandelettes dans l'astral, mais est pas du tout content et en quelque sorte
sorte est prêt à l'engueuler et à lui dire ça va être ton tour. Moi j'ai été bien embêté pendant des milliers d'années et tu vas voir ce que tu vas voir maintenant. Et à ce moment-là, il commence à lui parler en quelque sorte du Christ. Et l'autre est très étonné, il dit mais comment c'est nouveau, est-ce que c'est toi le prophète, etc. Non, non, moi je ne suis rien du tout, mais il y a un homme qui est venu avant moi, et dont je suis la trace, qui est justement Jésus le Christ, et que cet homme a révélé des choses absolument extraordinaires qui permettent de libérer justement l'état dans lequel tu te trouves, etc. Alors, l'entité en question, Hatshepsut, commence à dire ah mais oui, oui en effet il se ramollit, etc. Il devient plus conciliant et puis à la fin bon ben, ça se termine bien. Mais quand dans ce texte intitulé sur la rive ouest du Nil, le batelier égyptien a amené Enel avec le batelier avait amené son petit-fils avec lui. Et le petit-fils était terrorisé en disant comment il va aller dans la vallée des rois la nuit. Et il y a les afrites. Ça va être terrible pour lui. Mais le lendemain matin, quand il vient le rechercher, il dit, grand-père, regarde, ses cheveux sont devenus blancs. Complètement blancs. Et le grand-père dit, tais-toi, Allah est grand. Voilà. Il était protégé par le roi Farouk aussi. Enfin, Oui. il s'est intéressé. Oui, le roi Farouk avait protégé Enel en demandant on lui avait demandé, en raison de ses possibilités polyglottes, de faire un contrôle hebdomadaire ou mensuel ou trimestriel sur les sujets d'origine étrangère qui venaient d'Europe centrale. Des Hongrois, des Roumains, des Russes, des Tchèques, enfin, etc., des Serbes, puisque lui connaissait toutes ces langues, pour essayer de faire un contrôle politique sur ces personnes-là. Et à ce titre, le roi Farouk lui versait évidemment un salaire, ce qui le mettait à l'abri des conditions matérielles dans lesquelles il se trouvait, puisqu'il n'avait aucun revenu, bien entendu. Donc, ceci a fonctionné jusqu'aux périodes de Nasser, et ensuite ça a été supprimé. Et donc, Enel est revenu à ce moment-là en Suisse, à Glion-sur-Montreux, parce qu'il y avait une pension qui portait le nom de Ribeaupierre, où il y avait une petite communauté russe, de Russes blancs de l'époque, des réfugiés, qui étaient là. Et par la suite, il a loué une maison sur les flancs de la colline au-dessus de Montreux, à Glion, qui s'appelait Le Grillon, à Glion-sur-Montreux. Et c'est là où ce problème tout à fait particulier, au moment où il a sorti le rituel écrit en hiéroglyphique devant moi, d'un petit coffre, où il y avait l'image de l'oiseau répétée 3 fois, et au moment même où il a montré un passereau sur les vitres de son bureau, s'est frappé 3 fois sur 2 vitres différentes. Il a disparu. Phénomène de synchronicité tout à fait étonnant par rapport à ce qui s'était passé. Donc, comme s'il y avait une observation de quelque part du côté d'ailleurs qui soit un suivi en regard de certaines opérativités que les uns et les autres effectuent. Voilà. On va terminer du coup avec Pas de soi séparé. Alors tu vas nous présenter aussi celui-ci, c'est un cahier donc aussi là où tu racontes surtout ta jeunesse et puis toutes tes activités. Oui, c'est une amie en réalité qui habite Strasbourg, Nourit, qui est venue me voir et a souhaité réaliser une sorte de cahier correspondant à l'enfance et en quelque sorte aux épiphénomènes qui, dans cette enfance,
ont été comme une, disons, un enseignement, quelque chose qui pourrait ressembler à une évocation pour une vie future. Bon, alors elle parle essentiellement de mes parents, de ma mère, de mon père, des travaux qu'ils ont effectués, qui d'ailleurs se sont terminés au cours du conflit 39-45 par l'arrestation par la Gestapo de mon père pour avoir facilité le retour des agents anglais avec le matériel de la SNCF. Et puis ma mère qui était membre de Résistance Fer et qui a, la suite de la guerre, a décédé en 1946. Donc, j'étais donc pupille de la nation, parce que mon père a été considéré comme mort pour la France à titre civil, et ma mère est morte des suites en 1946 de cette aventure, ce qui fait que j'ai continué mes études en tant que boursier et pupille de la nation, où j'ai fait de la micromécanique, de la physique, des mathématiques, qui m'ont amené par la suite à être recruté directement par la Compagnie Générale de Géophysique, qui était le major mondial de la prospection pétrolière, minière, hydrologique, qui est une société française qui existe toujours, dont le siège est à Massy-Palaiseau. Et c'était en 1955, quand tu es rentré à la géophysique. Oui, en 1955 à la géophysique. Donc j'ai fait des missions à la fois en Tunisie, en Algérie, dans le centre du Sahara, puis au Tchad, dans l'océan Indien, en Corée du Sud, et après au Mexique. Voilà. D'ailleurs, le Mexique, dans lequel il y a un centre qui utilise un certain nombre d'appareils, comme celui que vous voyez ici, où depuis 2003 jusqu'à 2023, on a soigné 8000 personnes de toutes les pathologies. Voilà un peu un itinéraire. Eh bien, merci pour tous ces éclaircissements. C'est moi qui te remercie, mon petit-fils, Oui. de bien vouloir t'intéresser à tout ça.